Bonjour et bienvenue dans l'émission Grand Écran, l'émission cinéma de RCL 90.7. Et vous écoutez l'émission cinéma de Roland Marotel, toujours présente, toujours là pour vous. Et comme vous avez pu l'entendre, avec le générique des Tortues Ninja, c'est un sujet un peu plus spécial pour cette émission, car on va parler donc des égouts et de leur représentation à travers le cinéma. Et avec moi donc pour présenter cette émission, j'ai une petite branche de chroniqueur avec moi une petite brochette. Une branchette. Une branchette. Une branchounette. Ouais, une belle Du branche. bon gui. Ouais, avec du thym. Du gros marin. Du sel de la garrigue. Tout ce qu'il Merci faut pour une Jacques bonne pizza. Demy Celle de la garrigue, elle est pas mal, Peau d'âne. celle-là. Je de la garrigue. sais pas pourquoi j'ai pris peau d'âne dans la tête. Et oui, avec moi donc il y a Antoine. Comment tu vas Antoine ? Ah mais moi ça va très très bien, ça faisait des mois et des mois que j'étais pas retourné à cette bonne vieille émission et du coup ça fait plaisir en ce Bonne temps de vieille rentrée. émission, voilà. Les égouts t'ont rappelé, quoi. Voilà. C'est une Exactement. bonne vieille T'es émission. sorti On de est... tes égouts, quoi. Exactement. J'ai les égouts disproportionnés. Toujours donc délocalisé au sein du BBC en attendant de pouvoir retourner à RCN dans nos locaux donc du Haut du Lièvre. Et également on a Clément. Comment tu vas Clément ? Eh bien, ça va très bien. Et toi, Roland, comment ça va? Ça va super. Et on a bien évidemment aussi la cerise sur le gâteau, Sébastien. Le poireau sur le gâteau. Ah oui, le Tout à poireau fait. sur le Le gâteau. La cerise sur le poireau. Le canard artichaut. Le canard artichaut d'RCN. Bah ouais, à fond. Bande de dégueulasses. Alors, en parlant de dégueulasses, oui, On forcément, juge pas, les égouts. Les égouts, donc du coup, c'est vrai que ça a toujours été un lieu propice au cinéma ou aux jeux vidéo qui était très caricatural, un peu cliché aussi, beaucoup de. Bien sûr. Surtout dans le jeu Ouais. vidéo, oui. Oui, les jeux vidéo. égouts, c'est une calamité. À Exemple chaque Dark Souls, jeu. c'est un enfer absolu, les égouts. Hein. Ah, tu veux parler de tes exemples, de tes souvenirs de Dark Souls Oh là là, non, ce serait tellement douloureux d'évoquer ça à la télé. À la radio. Oh, il a besoin qu'on le filme, Clément. Vite, une caméra, quelqu'un, le pauvre. Non, mais c'est vrai que dans les jeux vidéo, c'est souvent un endroit qui te donne envie de t'arracher les cheveux, les égouts. Hein. Bah, puis qu'il y a un manque de création, enfin, imagination, quoi. Non, mais c'est clair, quoi. Je veux dire, t'avais ça dans les premiers Super Mario, des niveaux avec les égouts, c'était rigolo, Ah bah oui, c'était oui, assez c'était, inventif. ouais. Enfin, ça changeait le gameplay. Les autres, bah, c'était clairement un manque d'imagination pour avoir un décor un peu glocky, et puis hop, tu parcours là-dedans, puis ça fait le taf. Et c'était juste un niveau recyclé, quoi. Tout à fait. Exactement, mais C'est au vrai. cinéma. Merci Antoine. Je suis d'accord avec vous. Mais au cinéma, c'est vrai que c'est plus un lieu propice à un certain contexte pour représenter à travers une histoire, à travers une narration. Déjà, tout d'abord, il faut quand même rappeler la population. Dans les égouts, c'est principalement des rats, comme on peut le voir par exemple dans le film de Pixar, Ratatouille. Des rats, des blattes, des souris, des mulots parfois. Tout ce que vous voulez dans les égouts. Tout. C'est un monde. Tout ce qui grouille. Tout ce qui grouille. Tout ce qui se planque, qui vit la nuit. Mais ça peut aussi provoquer forcément un certain imaginaire collectif, avec notamment dans le cinéma d'horreur, avec des monstres et des créatures diverses et variées, liées ou non à l'homme. Donc on peut retrouver pas mal de films d'horreur là-dessus. C'est même un gros prétexte dans le film d'horreur, mais c'est vrai qu'on voit toujours des créatures un peu reliées là-dessus, notamment par exemple le Mimic de Guillermo del Toro, Tout qui à est un fait. sujet totalement relié là-dessus, quoi. Bah, où ça se passe, alors c'est avant tout dans les stations de métro, mais il y a grosse partie dans les égouts, effectivement, et c'est un peu dans le sol, mais après c'est prépondément au cinéma d'horreur, du même titre que un peu la cave remplit la même fonction que la cave dans une maison d'horreur, quoi. C'est les choses qui sont un peu mises en dessous, qui sont un peu dans le subconscient, on va dire, si on parle en termes un peu métaphysiques, voilà, qu'on met en dessous ce qui se passe. Et donc là, dans Mimic, c'est un peu des expériences, enfin c'est tout le propos du film, c'est en essayant de détruire une maladie, ils ont, à travers des bestioles, ils ont mis d'autres bestioles dont l'ADN a été modifié pour les détruire, sauf que 3 ans plus tard, je crois, c'est assez exactement. vite, 3 ans plus tard. ces mêmes insectes ont évolué, se sont adaptés à leur principal prédateur qui est nous, l'être humain, et commence à devenir un véritable danger pour notre espèce. Plus grave que le virus qui a tué une partie de la population initialement dans le film. Tout à fait, ouais. Et alors, avec donc justement, toute cette image-là, ouais, vraiment des choses qui grouillent en dessous de la ville alors que personne ne le sait, les conséquences de la modification de l'ADN génétique de l'être humain qui gargouille dans le fond de la ville. Et qui aurait dû être bien plus loin d'ailleurs pour Mimic, pour s'attarder là-dessus, par rapport au film tel qu'on le connaît, qui est un des autres nombreux films qui a été massacré par
par Weinstein, ou qui finit avec des explosions vraiment des grosses explosions pétaradantes. Ouais, pétaradantes à la fin du film, ça explose. Du coup, on l'a revu il y a très peu de temps, Antoine et moi, et c'est vrai que les explosions, on se dit waouh, ok, ça explose beaucoup, mais c'est quand même très surprenant dans le film où c'était vraiment de la tension, du suspense à l'intérieur, et tu te dis ouais, il y a un problème, et en fait la fin prévue initialement par Del Toro était beaucoup plus sale et immonde, et il a dit mais évidemment j'aurais jamais pu le faire à Hollywood. C'était vraiment l'histoire du mâle et de la femelle qui sont un peu le roi et la reine de cette colonie d'insectes, et il devait y avoir une énorme course-poursuite entre le roi qui était encore en train d'asséminer la femelle au bout de son sexe, en train de poursuivre les personnages à l'intérieur du métro, et en fait gagner, et l'enfant qui est capturé par ces insectes devait devenir un peu la nouvelle figure de proue de cette nouvelle espèce, et en fait la fin du film devait se faire avec... on imagine la fin de l'espèce humaine et l'avènement de cette nouvelle espèce des mimiques qui prennent le contrôle de la Terre. Ça aurait été tellement mieux. Ça aurait été énorme. Du coup, oui, la fin de Del Toro. transformation d'ADN des insectes, justement, et hop, avec la création humaine là, ils ont réussi à trouver un autre protéine qui n'est pas les robots, les machines comme on a l'habitude de voir, mais vraiment des insectes qui ont été génétiquement modifiés. Et Quoi. oui, c'est vrai que animaux qui vivent avec les cafards. Voilà, exactement. C'est vrai qu'il y a aussi le côté un peu où on a envie de montrer, principalement dans ce type de cinéma, pas mal de monstres génétiquement modifiés ou qui viennent d'expérience. The Host, film sud-coréen, est exactement la même chose, même s'il y a un côté beaucoup plus humain dans The Host. Mais même tout de avec montrer... le propos social et écologique qu'il y a derrière. Exactement. The Host. Mais c'est vrai que de base, frontalement, c'est vrai que c'est toujours un lieu de prédiction dans le cinéma d'horreur. Alors, il y a énormément d'exemples. Là, on en a cité certains, mais qui sont au-dessus du lot, mais on peut tomber un peu plus dans le bas de la fange. Le remake de The Blob de Chuck Russell a également une scène dans les égouts. Alors, il est revenu, ça... que ça soit l'original, le téléfilm, ou donc la version de Muschietti sortie il y a quelques années de cela, enfin il y a 1 an de cela, et sa suite cette année, je crois. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, avec le ça, c'est que vraiment, c'est vraiment dans la bouche d'égout qui mène sur la route, qui est quand même un décor très très commun pour n'importe quel gamin qui forcément a déjà fait une balade à vélo, ou est déjà passé par là pour aller à l'école, et donc il y a déjà cet imaginaire-là quand tu passes devant ce trou noir qui est là de la bouche d'égout. Et donc c'est pour ça que c'est très malin de faire apparaître cette entité-là du hit, du ça, à cet endroit-là. Pareil, on a parlé de Guillermo del Toro, mais il a également utilisé les égouts dans The Blade 2, où là on voit Wesley Snipes chasser la nouvelle race de vampires qui est en train d'émerger face aux anciens vampires. Chose qu'il a un petit peu refait également un petit peu dans The Strain vers la fin d'une des saisons où ils pourchassent les vampires qui commencent à prendre le contrôle de New York. On a également eu une petite scène dans Le Loup-garou de Paris, comme j'ai dit. C'est le fond de la fange, c'est vraiment le fond de la fange. Avec autre Thierry cas, Lhermitte. autre cas très drôle, il y a autre cas très intéressant, il y a également Vendredi 13, chapitre 8, l'ultime retour, qui est pareil, un navet assez prononcé. C'est vrai qu'il y a une scène également dans les égouts avec Jason où on voit qu'il ne ressemble quasiment plus à rien. Ça voulait limite jouer avec le côté du masque et le côté mortifère du personnage qui joue également là-dessus. Il y a encore plein d'exemples, je vais m'arrêter possiblement sur Chud, qui est pareil, un petit... Ça, moi, c'est un peu le souvenir des vieilles VHS que vous avez, les vieilles séries B qui sortaient uniquement en VHS, il y en avait plein, et Chud, je me rappelle, il y avait un côté très dégueulasse sur le côté, les monstres qui sortent directement des égouts, sous la plaque d'égout, d'ailleurs la pochette du film reflétait là-dessus, mais c'est vrai qu'il y avait cette volonté de jouer sur le côté les égouts, c'est le lieu des monstres, c'est là où il ne faut pas y aller, le truc pour faire peur aux enfants, enfin il y avait toujours ce côté-là. C'est glauque, exactement. Rempli de maladies. Ouais. C'est ça. Mais on voit donc quand même sur certains cinéastes, pas mal de cinéma, même que ce soit mainstream ou non, les égouts permettent également de représenter de façon cliché, voire pas du tout, les marginaux face à la normalité. Ceux qui s'échappent face à la normalité, on va dire, ceux qui sont sur le monde au rez-de-chaussée, on va dire ça comme ça, et préfèrent fuir ce monde-là. Alors, fait tout simple, j'ai utilisé le générique des Tortues Ninja, mais c'est également le cas en fait dans le film qui est dérivé de la BD, qui tient également le même propos. Donc ces 4 tortues mutantes qui ont été donc élevées par un rat également lui-même qui n'est pas mutant, mais qui est en fait un ancien humain qui a été remis dans le corps du rat. Enfin ça c'est dans l'histoire du film.
Donc on voit cette perception du vous ne pouvez pas vivre dans la surface, vous serez considérés comme des monstres, vivons mieux, vivons cachés. Voilà. Ces laissés pour compte, par contre, peuvent se transformer dans des antagonistes. Et là, il y en a plein. Par exemple, l'historique du pingouin dans Batman le défi reflète totalement là-dessus. Ben si, puis c'est une image très forte. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que les égouts? C'est l'endroit où on renvoie toutes les eaux sales, toutes les eaux polluées, tout ce que la ville dégorge de Dégage, sale, qu'il n'en veut pas. Et du coup, c'est vraiment très fort comme endroit et comme image pour des méchants comme le pingouin ou même les tortues ninja. C'est pas des méchants, mais c'est quand même des choses qui ne seront pas acceptées dans la société, dont elle a besoin pour fonctionner. Quand même, elle a besoin pour être maintenue propre, pour être maintenue. Donc, on va laisser tous ces personnages-là, tous ces protagonistes à ce moment-là. Voilà, des personnages qui sont indispensables à la ville, qui ont leur fonction, mais qu'on veut laisser dans le retrait, qu'on veut se débarrasser. Donc les Tortues Ninja, eux, c'est vraiment pour rendre justice et puis combattre le mal. Le pingouin, lui, effectivement, c'est son seul endroit où il puisse survivre. C'est là, d'ailleurs, si je me souviens bien, qu'il arrive au début dans le berceau. En fait, il est abandonné par ses parents qui, du coup, sont horrifiés en fait, d'avoir un enfant qui est déformé, et qui est difforme et qui est en fait laid, qui ne sera pas accepté par la société à cause de ses difformités. Et en gros, il l'abandonne en le jetant dans la rivière de Gotham City, et il va arriver naturellement par le biais des eaux dans les égouts, et il arrivera sous les fondements du zoo de Gotham avec tous les pingouins. Il sera élevé par le cirque. En fait, qui va l'accueillir et lui créer va devenir ses propres monstres, quoi. Il va créer ses propres monstres. Et ce qui est encore plus intéressant avec le pingouin, c'est qu'il vit dans les égouts vraiment, et l'ambition qu'il a principale, c'est d'être à la mairie de Gotham, c'est à l'ascension sociale, donc en même temps à l'ascension. C'est son principe de revanche. C'est ça. Voilà. En gros, les égouts peuvent, là, dans ces contextes-là, avec ces personnages-là, peuvent être vus déjà comme un point de départ pour une éventuelle ascension sociale. Et à l'inverse, ça peut être justement un endroit où, admettons que quand tu es déjà très haut dans la société, tu vas te retrouver au fond du fond, donc dans les égouts. Et c'est le cas avec le docteur Octopus de Spider-Man 2, qui est quelqu'un de très brillant, très connu à New York. Et c'est rigolo parce que c'est vrai que c'est souvent New York qui revient. On l'a vu avec Vendredi 13, avec Mick dans Godzilla de Roland Emmerich aussi, avec les bébés Godzilla qui sont sous le Madison Square Garden. C'est souvent à New York que tout se passe au niveau des égouts. Et dans Spider-Man 2, voilà, c'est un notable de la ville qui est un grand scientifique brillant. Il se passe malheureusement un défaut dans une de ses expériences. Il veut recréer un soleil. C'est ça, il veut recréer un soleil. Ambition. Et au final, il devient méchant. Il devient... Par son objectif, en fait, il n'aura plus la notion d'être censé, en fait. Il va perdre sa raison, en fait. Et sa raison, en fait, elle est perdue par aussi l'objet de la mort de sa femme. Ah oui, déjà, oui, voilà, il y a cet événement-là qui déclenche un peu tout, et le fait qu'il va se retrouver mais non, pour le coup, modifié. Sam Raimi, dans Spider-Man 2, a rendu un Octopus extrêmement humain. Exactement, extrêmement humain, qui donne une empathie totalement énorme, d'où la fin, d'où sa mère, en fait, dans cette conclusion, quoi. Mais c'est vrai que y a plein de personnages comme ça que l'on a vu dans les comics, qui évoluent dans les égouts, notamment par exemple Man-Thing, Swamp-Thing, que ce soit chez DC ou Marvel, aussi également par exemple le lézard dans les Spider-Man, qui est pourtant un scientifique également brillant et qui en fait, par le biais de l'ADN du lézard, parce que le lézard peut se recouper peut se recréer sa queue, et en fait cet homme voulait recréer sa main et il n'a jamais réussi et se transforme directement en un monstre, et ce qui lui pousse en fait à revoir ses principes primaires de lézard et du coup de partir dans les égouts. Voilà, tout simplement. C'est vrai qu'il y a plein de choses différentes là-dessus. Autre fait intéressant, par exemple, alors il y a très peu de cas, mais dans le documentaire, là j'extrapole un petit peu, Dark Days, qui est donc un film documentaire, si je dis pas de bêtises, réalisé donc par Mark Singer, donc qui en fait raconte l'histoire. J'extrapole un petit peu parce qu'en fait là il suit l'itinéraire en fait de marginaux, de SDF laissés pour compte, mais qui eux vivent non pas vraiment dans les égouts, mais en fait dans des tunnels abandonnés du métro new-yorkais. Et c'est vraiment des personnes totalement marginaux qui vivent en extérieur. Le film est tourné dans un noir et blanc vraiment 16 mm avec du vieux Kodak. On voit le grain, on sent le grain. Il y a très peu de lumière. Les gens vivent vraiment dans la nuit totale, quasiment constamment. Et montre aussi ce côté très ancré. C'est-à-dire les gens en fait ne trouvent pas, leur voie sur la surface, donc préfèrent vivre sous terre
pour au moins vivre en espèce de petite communauté entre eux, quoi. Voilà. Il y a toujours ce côté très intéressant à revenir là-dessus. Mais pour le coup, donc... Puis toujours, on en parlait tout à l'heure, les égouts, tu n'imagines pas descendre plus bas que les égouts. Voilà, c'est vraiment la chute absolue, quoi. Tu es dans les égouts, tu ne peux que remonter. Voilà, c'est ça. Et tu peux avoir une ascension, mais si tu descends et que tu te retrouves aux égouts, t'es au fond du fond, c'est ce qu'on disait. Et c'est l'endroit où tout le monde, littéralement, envoie ses détritus, sa merde, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vrai que toi, si tu vis dans les égouts, que ce soit comme on disait par exemple pour le pingouin ou par exemple pour Jason dans Vendredi 13, on récupère vraiment tout ce qu'il y a de plus sale, de plus moche, de plus horrible. Et c'est là que voilà, quoi, tu t'es condamné un peu d'une certaine manière. Oui, et que la ville ferme les yeux là-dessus. Personne n'ira regarder ce qui se passe dans les égouts. Coup, moi-même, je ne vais jamais voir ce qu'il y a dans les égouts à Nancy, tu vois. Ça en fait un terreau favorable pour la vengeance, du coup. Retourner tout, la oui. société et Tout à fait. envoyer les égouts par-dessus terre et vomir quelque sorte ce que la ville ne voulait pas voir, Exactement. ce que la société refusait de voir. Et du coup, oui, c'est très caricatural aussi au cinéma, parce que c'est un décor facile. Il fait sombre, ça pue, c'est associé à la saleté. Pour l'angoisse et l'horreur, c'est facile, quoi. Et du coup, c'est presque évident d'utiliser les égouts quand on n'a pas beaucoup d'imagination. Alors bon, je veux pas donner d'exemples, mais il y en a qui sont très bien travaillés, mais c'est vrai que à ce niveau-là, les égouts, c'est une espèce de facilité pour les films d'horreur. Et ça peut être politique, comme on l'a dit tout à l'heure pour The Host aussi, ça peut donner une dimension politique. Ouais, parce que The Host a un côté pamphlet, même encore plus politique, sur la relation en fait entre l'armée américaine et le gouvernement coréen. Tout à fait. Et la pollution des eaux, Et la pollution, qui est reliée là-dessus. Au même titre que s'il y a une grosse inondation et que les égouts vont remonter, toute la merde va remonter dans la ville, là ça va être une créature, ça va être l'espèce de poisson monstre qui revient et qui va s'attaquer à la population. Voilà, donc quelque chose qui grouille, qui fait partie de l'histoire de la Corée. Et ce qui était très intéressant, c'est que ça s'attaque à la population, mais parce qu'en fait, elle est dans un environnement qu'elle ne connaît pas. Donc la première réaction, c'est forcément d'attaquer. Tout simplement. Pour le coup, donc on va faire une petite pause BO, donc Batman le défi, le crédit de fin, le morceau de Danny Elfman.
Et voilà, donc c'était un extrait issu du film Batman le défi, l'un des meilleurs Batman, je pense. Le meilleur Batman. Voilà, comme ça on met tout le monde d'accord. Danny DeVito. Exactement. Alors, les égouts ne servent pas uniquement à proposer un contexte social, voire horrifique, mais c'est également aussi un lieu d'évasion, voire même de fuite, parce que historiquement, les égouts fut un lieu très utilisé, par exemple, notamment durant les guerres, notamment, surtout durant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Une des premières représentations d'égouts, d'ailleurs, c'est dans Les Misérables de Victor Hugo. Exactement. Qui sont justement utilisés par Jean Valjean et Marius, je crois, pour s'évader et fuir le bagne. Javert. Enfin, le Javert pour pas retourner au Pour bagne. ne pas retourner au bagne, oui. Et Victor Hugo explique que les égouts, c'est quasiment le centre d'une ville, parce que c'est là où tout se passe sans qu'on ne le voie. Mais dès 1860, il a mis au centre de son intrigue une fuite par les égouts qui est très bien amenée. Et à partir de là, ça a été très souvent réutilisé dans la littérature. Et donc forcément au cinéma. Alors c'est vrai que c'est un lieu qui peut servir par exemple de bunker pour se cacher, voire même s'évader. La Grande Vadrouille, notamment, une scène qui se déroule dans les égouts. La Grande ouais, c'est ça, c'est un peu la même idée. Et ce qui est en plus... la Grande Vadrouille, pour le coup, il s'échappe par les égouts pour fuir de Funès et Bourvil avec un des mecs qui s'occupe de l'opéra. Et tu sens bien qu'ils sont en sécurité là où ils sont, parce que les Allemands n'ont pas encore pris possession des égouts, ne connaissent pas les égouts de Paris, contrairement aux Français, aux Parisiens qui, eux, savent parfaitement où ils sont. D'ailleurs, c'est très drôle, quoi. C'est quand même un peu... c'est le mec comme dit, oui. Et d'ailleurs, il cite Victor Hugo dans la scène-là de la Grande Vadrouille. Non, Victor Hugo. Non, Victor Hugo, oui, c'est ça. D'après Victor Hugo, nulle part. Voilà. Et donc il continue, et il n'y a que eux qui peuvent naviguer dans les égouts, et c'est un peu un des seuls moments du film où tu les sens en sécurité par rapport à l'occupant allemand. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il répond avec cette citation de Victor Hugo à la question c'est la descente aux enfers. Tu vois, et rien que ça, parce que c'est un Anglais qui lui dit cette réplique-là, et tu te dis, bah voilà, tu te rends compte à quel point descendre aux égouts, c'est pareil, dans l'imaginaire des autres, c'est vraiment quelque chose d'horrible, de sale, et que, voilà, d'après Victor Hugo, ça ne conduit nulle part, donc nulle part, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Mais dans le cas là, après, on va citer les autres films après, mais il y a quand même une idée d'échappatoire, c'est ça, quand même, d'issue de secours, quand même. Et comment on dit, on est à l'abri du regard des autres, on est caché. Oui, mais j'avais un autre mot en tête, et du coup, je suis perdu. Caché, ça me semble très juste. Ça me semble très juste. Cherche pas à te compliquer la vie, Clément. C'est vrai. Non, mais ce qui est pratique avec les égouts dans les films, c'est que quand tu sors des égouts, t'es hors de la ville tout de suite. Camouflé. C'est camouflé, pardon. Il vient d'en trouver, voilà. Excuse-nous Antoine. Camouflé. Très bien. Quand tu te camoufles dans les égouts, et quand tu ressors donc de ces égouts, tu es hors de la ville et tu as réussi à échapper aux monstres urbains. Et ce qui permet aux héros de vivre d'autres péripéties. Exactement. Alors, il y a d'autres histoires aussi un peu plus tragiques, même forcément plus tragiques aussi, reliées dans le cinéma. Et notamment, durant la Seconde Guerre mondiale, le ghetto de Varsovie a été un lieu en fait absolument terrible, notamment donc, pour la diaspora juive qui était située là-bas et compagnie, pour se cacher. Et c'est vrai que certains ont vécu même pendant de longs mois sous terre, donc dans les égouts. C'est ce que représentent plusieurs films, notamment il y a 1943, L'Ultime Révolte, ou encore Ils aimaient la vie, donc un vieux classique de 1950, et encore Sous la ville, qui est un film assez récent de 2013. C'est vrai que c'est plusieurs films quand même qui représentent à peu près la même situation, donc ces gens vivent totalement cachés pour éviter autre chose. Alors, d'autres réalisateurs vont utiliser cet aspect pour avoir un côté un peu plus comique, un peu plus fouillis et un peu plus dense, notamment Emir Kusturica avec son Underground, qui se déroule quand même de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la guerre de Bosnie en 92. Donc il va montrer tout un effilochage différent sur différentes générations en fait, de personnes qui vont vivre sous terre, cachées, évitant donc les Allemands, jusqu'à ce qu'une personne en profite de cette peur pour pouvoir en fait créer des situations
totalement ubuesque, et qui va faire croire donc que l'armée allemande a gagné, qu'ils sont encore là en Bosnie, qu'il faut encore rester vivre sous terre, pendant que lui en fait va s'enrichir des armes que les autres personnes créent sous terre pour pouvoir les revendre, jusqu'à forcément devenir un espèce de personnage purement salopard et égocentrique, que l'on peut le voir à la fin du film. Voilà. Tout à fait. Il y a d'autres histoires ou d'autres exemples et de cas qui peuvent jouer également sur les égouts. C'est également, par exemple, fuir l'autorité. Le Fugitif, le film avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones, reflète bien là-dessus. Le personnage de Richard Kimball donc n'a que d'autres solutions que d'utiliser les égouts pour pouvoir s'enfuir, pourchassé par les marshals qui l'accusent du meurtre de la femme qu'il n'a pas tuée. Et il y a cette sortie des égouts aussi dans Le Fugitif Qui est très connue, ouais. qui est assez iconique, où il arrive au bout des égouts et soit il se rend à Tommy Lee Jones qui est là pour l'arrêter, soit Harrison Ford saute et du coup est vraiment régurgité de tout ça et décide de s'en sortir, et du coup lui décide à franchir le pas, lui qui est le fugitif, lui qui est le paria, quoi, le paria, décide de se régurgiter de ça et de tomber. Par contre le flic qui lui est intègre, essaye de rendre justice, reste dans ce conduit, reste là Et lui n'ose pas. Et lui n'ose pas. Ouais. Il n'ose pas le poursuivre. Ouais. Et il va sonder ensuite en sortant des égouts la chute d'eau pour voir si on retrouve justement le cadavre. Parce que pour lui, voilà, on ne peut pas survivre à une telle chute en fait. Donc c'est aussi intéressant de voir ce parallèle. La Sauf chute, que c'est Harrison Ford. C'est Harrison Ford. Non mais la chute au sens physique effectivement, Bien sûr, comme ça, et Puis la ça, c'est un chute répit. d'être La chute au sens, complètement malmené, être accusé alors qu'il était innocent, quoi. Voilà. Il y a toute C'est un cette- répliquant, il peut pas mourir en tombant comme ça. non. Tout le monde le sait. Alors, les égouts, c'est souvent aussi même relié avec la prison. Oui. Donc la prison est souvent un lieu aussi où les personnages ont donc un but, c'est de sortir et de s'évader même au plus vite. Et Parce que forcément, les égouts la permettent fuite. cette situation. Et ils vont directement à l'extérieur. les égouts. Exactement, car voilà, ça permet de rejoindre le monde extérieur en fait. Et les évadés, donc de Richard Darabont, donc tiré du bouquin de Frank Darabont. Darabont. J'ai dit Richard, je sais pas pourquoi. Oui. Frank Darabont, donc dérivé du bouquin de Stephen King, joue là-dessus. Il y a Le Trou aussi de Jack Becker, Mhm. qui est un bon classique aussi sur le principe Chef-d'œuvre. de l'évasion des prisons. Simplement, et c'est vrai ils arrivent à passer par les égouts pour s'enfuir au nez et à la barbe des autorités. Mais en utilisant, je crois, la sortie directement de leur toilette de prison. C'est pas celui-là ? Ils creusent un trou dans leur cellule, ils tombent dans les catacombes de la prison, et par les catacombes, ils arrivent dans les égouts, et par les égouts, ils arrivent à ressortir à l'air libre. Cette scène formidable où tu vois les prisonniers ressortir par les égouts à l'extérieur, sentir ce vent de liberté, mais se dire on peut pas partir tout de suite, parce qu'on se ferait reprendre tout de suite. Il y a encore des copains qui sont dans la même cellule, et du coup, on peut pas montrer qu'on s'enfuit tout de suite. Et ce qui n'est Du pas coup, ils sans- reviennent dans la prison. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave, c'est Excuse-moi pas Antoine, je pensais. J'allais dire ce qui n'est pas sans rappeler Midnight Express pour échapper à une prison turque dans les années 70 qui est totalement innommable en termes de violation des droits de l'homme, où John Hurt et Brad Davis vont échafauder un plan pour justement échapper à cet enfer turc et vouloir s'échapper justement par les égouts. Donc ils sont déjà, on peut le qualifier comme ça, au fond du fond, mais pour s'en sortir, il faut vraiment aller encore plus bas et donc s'échapper par les égouts. Bon, ils s'échapperont pas de cette manière-là, mais... Mais ils ont trouvé une autre situation. Spoiler alerte, Voilà. ça ne marche pas. Voilà, et puis après John Hurt, il va abandonner. Alors, donc fuir la prison par les égouts, mais on peut même y rentrer. Dans la prison par les égouts. Voilà. Notamment dans cet autre chef-d'œuvre. Voilà, un autre chef-d'œuvre réalisé par Michael Bay. On peut rentrer par les égouts, donc The Rock, avec donc Sean Connery et Nicolas Cage. Car oui, leur principe même, c'est de comment rentrer dans la prison d'Alcatraz sans se faire caler par la prise d'otage tenue par les militaires renégats. Et du coup. Et il y a la fameuse séquence où Sean Connery, qui est donc le seul à pouvoir à s'être évadé d'Alcatraz, donc leur donne tous les filons pour pouvoir rentrer. Il fait, oh, you shall not pass here. Et voilà, et donc il passe notamment à travers des murs de feu, là Oui. où on voit Sean Connery du haut de ses. J'espère qu'ils n'ont pas changé les patterns. Voilà, c'est ça. Et du coup, il va dans les égouts et coup de flamme, c'est débile. Oui.
c'est du Michael Bay, donc Bien ouais, sûr, mais voilà, on quoi. accepte. On Bah, bien accepte. sûr, on l'accepte, forcément on l'accepte. Et il y a ce côté humoristique aussi, bah oui, c'est pour montrer, non mais Alcatraz c'est dur à sortir. Bienvenue à Alcatraz. Oui, et voilà, il y a la fameuse fin iconique, bienvenue à Alcatraz. Ah ouais, ça se Voilà. passe vraiment comme ça. Bien mais sûr. c'est- Ah oui, oui. Tu l'as pas vu. Je T'as l'ai pas malheureusement vu pas The vu The Rock, non. Je... On arrête l'émission tout de suite. Ouais, non, que, désolé, on arrête parce que l'émission, Michael on va Bay, laisser ouais. donc Clément... On cherchait quoi faire ce soir, c'est Bah, parfait. je vais regarder. Voilà, tu vois, non, tu vois là. C'est un festival de punchline. Mais bien sûr. Alors, fuir la prison, c'est le cas, mais aussi également l'autorité. Et il y a aussi un autre principe qui est très facilement abordable là-dessus, c'est notamment réaliser un braquage. Réaliser un braquage à travers les égouts, il y a plein d'histoires rocambolesques, et l'une des plus rocambolesques est quand même française, qui a été adaptée plusieurs fois au cinéma, donc l'affaire d'Albert Spaggiari, donc qui a réalisé le casse du siècle donc à la Société Générale à Nice en juillet 76. Donc notamment il y a eu plusieurs films, donc les égouts du paradis de José Giovanni, et notamment il y a eu un peu récent qui s'appelle Sans armes, ni haine ni violence, avec ce bon vieux Jean-Paul Rouve. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que voilà, ça s'appelle Sans armes, ni haine ni violence, mais quand même, il faut quand même retenir sur le personnage à la base de Spaggiari, c'est quand même un ancien partisan de l'OAS. Ouais. Donc, il y a Ça va. sans armes, ni haine ni violence, mais T'enlèves la Alors haine, dans le passé, t'enlèves la un petit violence. peu quand même. voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont refait il n'y a pas très longtemps. Un autre casse d'une maison très très bourgeoise du Jardin du Luxembourg à Paris, donc un des quartiers les plus huppés de la capitale. Et des malfaiteurs ont creusé les parois de la prison pour tomber directement dans la cave de cette maison ultra huppée. Ils ont chopé des bouteilles de vin qui volaient des centaines de milliers. Et du coup, ils ont réussi leur coup. À nouveau, donc peut-être une adaptation prochaine au cinéma. Oh, peut-être sur bien, comment, oui. comment utiliser les égouts pour... C'est vrai que c'est l'endroit caché auquel on ne pense pas, Non, les bien égouts. sûr. On ne se doute jamais qu'au final, en dessous de nous, à côté de nous, quand on est dans des caves, peut y avoir des trous aussi grands. Bah, c'est ça. Et Et puis, auquel non, chaque une bâtiment activité. est Oui, relié en fait. Oui, oui, donc oui, les c'est ça. bâtiments Chaque sont bâtiment reliés. est relié. C'est comme un squelette, c'est comme un énorme centre névralgique en fait. Les égouts sont d'une importance capitale et le montrent finalement à travers ces différentes histoires. Si je veux bien revenir un petit peu sur l'histoire donc de Spaggiari, c'est vrai que l'histoire, on a appelé ça le casse du siècle, mais elle est assez dantesque au début parce que finalement. Lui, il avait à peu près une douzaine d'hommes avec lui qui sont donc habillés comme des hommes qui entretenaient les égouts et sont passés pendant près de 3 mois en creusant quasiment à la main, entièrement à la main même, un trou jusqu'à l'entrée de la banque. C'est absolument hallucinant quand même. Personne n'avait remarqué. Et personne ne l'a remarqué. Ouais. Ils rentraient, ils allaient le matin, genre comme s'ils bossaient avec tout le monde, ils passaient, ils bifurquaient à un endroit spécifique dans les égouts et continuaient à creuser là-bas. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que personne ne se doute qu'il peut y avoir une activité souterraine comme ça. Et souterraine dans le sens où vraiment il y a une activité physique, humaine qui se passe. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on parlait des égouts pour fuir l'autorité, la prison, etc. Mais c'est bizarre parce que historiquement, en plus, les égouts pouvaient servir d'endroit pour appliquer certaines peines. Et au Moyen-Âge, par exemple, je ne sais plus pour quelle infraction c'était cette peine-là et cette condamnation-là qui était utilisée. Mais ça se faisait par exemple à Metz. Les égouts en fait commençaient au niveau de l'hôpital. Et une des sanctions pénales qui était appliquée à des personnes qui commettaient des infractions, c'était qu'on les enfermait dans une cage qui était reliée à une poulie et on les plongeait en fait plusieurs fois dans les égouts du Moyen-Âge. Miam, miam. On les plongeait plusieurs fois et en fait on les laissait attraper toutes les maladies. les maladies, Les miasmes. les miasmes, les germes, les bactéries de l'époque. Donc j'imagine au Moyen-Âge que ça devait être abominable. Et on laissait ces personnes décéder dans une... C'était une peine de mort. Hein. Ah oui. Et c'était utilisé, voilà, même chez nous, quoi, au Moyen-Âge. Eh ben, on manquait pas d'imagination. On manquait pas du tout. En termes d'imagination aussi, par exemple, Italian Job, le film original donc de 68, avait un côté, d'ailleurs le remake de 2003 est dans la même situation, où ça jouait énormément sur le côté du braquage, et pour faire un braquage spectaculaire et aller très vite, ils ont utilisé des voitures.
comment utiliser des voitures dans des égouts. Bon, on prend les plus petites et le film utilise forcément les Mini Cooper, donc les petites voitures anglaises, et joue un côté spectaculaire où il y a des cabrioles, il y a des cascades absolument partout. Et c'est un film qui est devenu un peu légendaire grâce à cette fameuse scène où il y a la fuite des trois Mini Cooper en Italie sous les égouts, quoi. Effectivement. Il y a un autre film qui est devenu célèbre par cette scène dans les égouts, c'est Le Troisième Homme de Carol Reed, où le personnage principal cherche son ami, qui est joué par Orson Welles pendant tout le film, et quand il le trouve, il le dénonce à la police. Et oui, c'est un peu... Voilà. Mais bon, parce que Orson Welles joue le rôle d'un salaud quand même. Et étonnamment. Et on voit Orson Welles s'enfuir dans les immenses égouts de Vienne. Et il y a des plans qui sont devenus absolument cultes dans l'histoire du cinéma, c'est même cette scène-là qui a rendu le film très célèbre. Donc les égouts sont des joyaux. Mais non, mais c'est vrai. Et pour le coup, on va faire une petite pause, un côté un petit peu plus funk, un morceau de Quincy Jones issu du film Italia Jumps, It's Caper Time. Et voilà, donc c'était un morceau issu du film Italian Job, un morceau de Quincy Jones. Donc on va donc terminer notre émission sur les égouts, et la petite question que j'ai envie de poser, c'est: qu'en est-il des égouts dans le cinéma d'anticipation ? Qu'en est-il de vos égouts ? Oui, qu'en est-il de vos égouts ? Vous nettoyez vos égouts ? Moi, très rarement mes égouts, j'avoue. Non, Je jamais. purge pas. Ah, jamais. Un petit peu desktop quand Jamais. même au cas où, non ? Ah, surtout pas, ça flingue la nature. Moi, Ah. je suis très desktop.
Ah, faut pas, hein. Non, faut pas. T'as déjà vu Street Trash Faut pas- Voilà. putain, non. Voilà, c'est cinéma d'anticipation, ouais, Street peur. Trash. Dispo, Non. dispo d'ailleurs sur, Cinéma d'anticipation comme par exemple Demolition Man, où tu vois que les résistants au nouveau monde préfèrent vivre dans les égouts Plutôt que dans le monde et se font des moderne. bons vieux burgers à l'ancienne, plutôt que de vivre dans le monde aseptisé de la surface. Ouais. Et Ouais, non, pour il le faut coup, le voir, Demolition Man. très intéressant. Non, mais la vision du futur est très intéressante dans Demolition Man. Sur la façon de polisser le monde et finalement de rejeter le reste. Et le reste, en fait, ne trouve que l'accès aux égouts, en fait, tout simplement, quoi. Et Et du donc, coup, la rejet. notion du passé avant, quand tu dis qu'ils bouffent des bons burgers, c'est de retrouver le goût d'avant, en Voilà, fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment exactement la ce que dit temporalité, Stallone, le Good passé. Old Burger. C'est Ouais, ça. ouais. Et du coup, les égouts ont une fonction qui est universelle, éternelle, immuable, où il se passe toujours les mêmes choses au même endroit. Donc, effectivement, l'égout, là où tu te caches, là où on n'a pas besoin. Enfin, c'est une invention qui était déjà complète dès son invention. En fait, les égouts, ça n'a quasiment jamais amélioré, part pour les agrandir. Mais dans le cinéma d'anticipation, les égouts ont un rendu encore plus inquiétant, encore plus sale. Ça peut être par exemple, comme on avait parlé un petit peu avant, des monstres qui peuvent vivre dans les égouts. On le voit un peu notamment donc, dans Je suis une légende, donc le film avec Will Smith, même s'il n'est pas très bon, il faut quand même l'avouer. Dans ce film, On n'est pas là pour juger les films. on n'est pas là pour juger les films, mais quand même, certes. Mais c'est vrai que dans ce film, ça sert toujours de lieu inquiétant, là où en fait vivent les monstres, en fait, qui sont des espèces de vampires, en fait, tout simplement, mais qui ont un côté un peu plus animal par rapport au livre de base de Matheson et au dernier film avec Charlton Heston. Il y a eu une version avec Charlton Heston dans les années 70, c'est pour ça. C'est possible. Si, le dernier homme. D'accord. Voilà, c'est. Ça, Eh ben, tant mieux pour lui. voilà. Tant pis pour lui, ça dépend. Ou tant pis pour. Ouais, de toute façon, il est plus là. Il est plus de ce monde, Charlton Heston, donc. Il était de la NRA, de toute façon. il est toujours membre, je crois qu'il est membre à vie. Il est- Membre à mort de la NRA. Il est membre à mort à vie. Il est membre à mort à vie. Mais il y a d'autres histoires qui peuvent être intéressantes. Les égouts permettent également d'échapper au monde extérieur, comme tu le disais, avec Demolition Man. Mais ça peut être également aussi pour un côté beaucoup plus tragique. Il y a un film qui s'appelle Les Derniers Jours, qui date de 2013, si je ne dis pas de bêtises, où l'histoire se déroule à Barcelone et en fait le monde est touché par une épidémie. Une épidémie, plus personne ne sort de peur de choper la maladie. Tiens donc. Ça rappelle me quelque rappelle chose. quelque chose, hein. Et donc, en fait, les égouts est un moyen d'échapper au monde extérieur. Voilà. Est un moyen de pouvoir circuler pour éviter, en fait, la surface et tout ce qui s'en trouve. Mais ça rejoint parfaitement quasiment chaque section qu'on a évoquée tout à l'heure. Et je trouve que c'est vraiment le propre même en fait des égouts, quoi. Au-delà d'être un endroit où il y a tous les déchets qui s'accumulent, qui s'agglutinent, on a complètement la problématique c'est ici que finalement on est encore plus en sécurité que dans le monde extérieur et sur la surface de la Terre, quoi. Mais c'est un endroit où on peut se dévoiler. Aussi, On peut- oui. et Soi-même que se aussi. reconstruire en Se fait, et reconstruire, que avancer. Et il y a une chose intéressante, il y a aussi une autre partie qu'on n'a pas encore trop abordée. Tu parlais justement des égouts qui ne changent pratiquement pas dans une ville, qui grossissent juste, et ça permet par exemple à des films d'aventure, je pense le troisième Indiana Jones, où là par exemple, une des étapes pour retrouver la trace du Saint Graal se fait dans les égouts de Venise, qui n'ont du coup, le tombeau n'a pas bougé du tout C'est ça. depuis près de 1000 ans. depuis près de 1000 ans. Et donc, bon, là, on retrouve tous les lieux communs, les rats, la flotte, voilà, il y a tout ça. Et ce qui permet aussi une légère course-poursuite dedans. Mais voilà, pour tout ce qui est film d'aventure, d'archéologie, voilà, Ça marche il y a, bien. c'est aussi une étape un peu classique du genre. Ah, Venise. Ah, il y avait des rats à pair. Il y avait des rats. Il y avait des rats après. Mais même, Une des phrases les plus cultes du film d'ailleurs. même j'aimerais revenir sur le rôle d'Oswald Cobblepot, du pingouin, par rapport à ce qu'on disait. Mais c'est vrai que quand il est dans les égouts, donc voilà, c'est le pingouin, il est habillé comme une espèce de gros bébé dans une sorte de couche. Il va devenir un peu aristocrate en sortant et en étant aidé par Max Schreck. Et quand en fait il va être conspué par les habitants de Gotham
parce que tout le monde a compris son jeu. Il revient dans les égouts et quand ses amis du cirque lui disent ah, ça va Oswald, qu'est-ce qui s'est passé, il les interrompt en disant ah, mais je m'appelle pas Oswald, mon nom c'est Pingouin, je suis pas un humain, je suis un animal. Et je trouve que ce retour là dans quelque chose, voilà, en arrière de primaire, de qui il est depuis le début, témoigne bien en fait du fait que d'acceptation. voilà, c'est ça. Finalement, ma vraie nature, c'est celle-ci. C'est pas le monde de la surface auquel je n'appartiens finalement pas, quoi. Ouais. C'est intéressant. C'est un film intéressant déjà pour montrer tout ce rapport sociologique en fait. C'est pour ça que c'est un film qui, je pense, en fait, a gardé ce côté intemporel en fait de tous les Batman qu'a fait Burton, qu'a fait Schumacher, qu'a fait Nolan et compagnie. Celui-là, il a vraiment ce côté clair, net et précis, c'est-à-dire il est lisible vraiment pour toute une catégorie de personnes, que ce soit des plus petits ou plus grands. Et plus, excuse-moi ça, mais plus que le dernier Batman de Nolan avec Bane qui, souvent, désolé de le citer, hein, ça me fait mal aussi, mais voilà. Qui a pareil une scène sous les égouts, parce qu'en fait son organisation se déroule dans les égouts à la base, pour pouvoir faire péter notamment le fameux... là où dit crois-moi, c'est carrément très urbain. Le bunker de chez Wayne pour avoir les armes de Wayne Corporation. Ouais, c'est très urbain, c'est très militaire tout ce qu'ils ont fait à l'intérieur, là où le Pingouin t'y croit beaucoup plus parce qu'il y a le côté fric qui est encore là, et il loge là-dedans. Et il y a un dernier cas de figure... Pardon Roland. Non, c'est juste que c'est vrai que en fait c'était pour comparer le Pingouin avec Bane. Bane en fait il a juste son masque, il fait c'est tout, voilà, il n'y a rien d'autre. Il est clairement pas empathique à côté du Pingouin. Non, il n'y a pas de développement. Parce que le côté émotionnel de Bane, c'est quand en fait on se rend compte qu'en fait il est juste là parce que c'est l'homme de main de la fille de Ra's al Ghul. Il n'y a rien d'autre. Alors que le Pingouin, c'est un personnage en tant que tel en soi. T'as de l'empathie pour lui de A à Z jusqu'à la fin. C'est l'antagoniste de Batman, mais il a quelque chose d'intéressant derrière. T'as envie, voilà, c'est pas, je pourrais pas dire que c'est un anti-héros. C'est peut-être ça le problème de Bane, c'est que même le background du personnage, que ça soit dans les comics ou dans les dessins animés, il n'y en a pas énormément. Ouais, ça a toujours été un homme de main en fait. C'est ça. C'est un fusible. Voilà. C'est à toi Seb. Ouais, mais alors moi j'ai pas sur autre chose, pardon. Non, vous avez raison de développer ça, parce que c'est vrai que c'est deux visions des bas-fonds de Batman, mais qui sont radicalement opposées. Mais je me parlais du film Catastrophe aussi, qui, dans plusieurs cas, c'est le cas dans Le Jour d'après de Roland Emmerich, ou dans Volcano, où il y a, dans les premières étapes de l'effondrement d'une ville, soit l'eau des égouts qui commence à déborder et tout remonte, soit dans Volcano, c'est de la pression qui se fait, de la chaleur. La lave passe par les égouts. Et c'est tout de suite des bouches d'égout. Donc ça vient toujours très souvent du fond, en fait, du bas de la ville qui n'en peut plus, qui a trop ingurgité de saloperies et finit par dégueuler tout ça. C'est pareil, vous voyez l'image générale du New York sale des années 70, 80, 90. Il y a ce côté New York la nuit, il a plu, le sol est moche, et en fait il y a toujours cette espèce de fumée qui ressort des égouts. C'est vraiment devenu on va le dire, un cliché, mais ça montre à quel point en fait les égouts a ce côté déjà omniprésent dans le côté malfamé en fait de la situation. Et c'est vrai que le côté catastrophe reflète encore un peu plus là-dessus. Rien que l'ouverture, tu parles de ça, de Taxi Driver, on va vraiment... Ah oui, ces émanations d'égout qui sont là, qui donnent tout de suite de l'odeur et de la consistance à l'image, quoi. C'est ce que j'allais dire, limite tu sais que ça pue, quoi. Et c'est ça, c'est qu'à travers toute l'histoire du cinéma, à travers toutes les générations, à travers tous les styles, tous les genres, on revoit le principe même des égouts, comment il est utilisé de façon un peu quasiment oui, non, mais en fait c'est quasiment une pensée unique en fait. C'est toujours une pensée, voilà. En fait ça dépend, ça varie en fonction de l'aspect sociologique des personnages que l'on peut voir à travers l'histoire, mais le lieu restera toujours le même aspect que l'on voit à travers les différents genres, quoi. Oui, c'est le genre d'invention qui sert exactement de la même façon, qui est représenté de la même façon dans toutes les cultures. Un égout se ressemblera à peu près partout. C'est ça. Alors pour le coup, donc je vois que l'émission, on est sur la fin. Je vous ai laissé un petit morceau, donc c'est un morceau de la BO de Chud, qui est très carpenterien, j'ai envie de dire, pour le coup. Et ça montre à quel point le cinéma de genre a surtout développé ça. A surtout développé l'imagerie telle que l'on peut voir. Dans Chud, vous verrez énormément les plans qu'on vient de citer, comme l'on a pu le voir dans les Taxi Driver ou dans d'autres, ou même par exemple dans les Guerriers de la Nuit aussi. Pour le coup, donc on s'arrête là-dessus. On revient donc la semaine prochaine avec un sujet beaucoup plus vaste qui va même parler sur beaucoup... Même pas trop de films en particulier. Pas trop de films en particulier là, mais ça va être un petit peu plus
un petit peu plus sport. Je dirais même qu'il va y avoir beaucoup de sport, n'est-ce pas Oui, Antoine on va débattre. On va débattre. Exactement, ça va débattre beaucoup sur la censure. Salut Antoine, salut Clément, Salut. salut Seb, Salut. et à la semaine prochaine.